Les pionniers chez Fred Mazzella, le tête-à-tête. Bienvenue dans le tête-à-tête. Aujourd'hui, nous recevons Jean-David Blanc. Bonjour Jean-David. Bonjour Fred. Alors Jean-David, tu es un pionnier de l'informatique, avant même l'Internet. Tu as 18 ans, quand tu as passé ton bac, tu avais déjà une société avec 10 collaborateurs. Tu as fondé 2 entreprises publiques très connues, Allociné et Molotov. Tu as été l'un des premiers business angels en France, avant les années 2000. Alors, tu connais le principe du tête-à-tête. On est là pour aller explorer tes émotions, tes ressentis sur le parcours. Parce qu'en fait, il y a des parcours qu'on arrive à lire, qu'on voit de l'extérieur. Mais ce qui est intéressant, c'est d'aller savoir ce qui se passe dans la tête des gens qui font des choses que les autres n'ont jamais faites. Et donc, c'est tout le principe de l'émission. Donc, on va commencer par le début. Donc, tu es né en 68 dans une famille de musiciens. Ton père est violoniste, ta mère est professeure de musique, ton frère est altiste dans l'Orchestre national de France. La musique, ça a été ta première passion ? Je suis né dedans, donc on ne peut pas dire que c'est une passion qui vient, c'est une passion naturelle dans la famille. Ouais. Et alors, très vite, tu as changé de clavier ? À l'âge de 10 ans, 11 ans. Voilà, tu es passé sur un clavier d'ordinateur. Tu as découvert comment l'informatique ? J'ai découvert ça assez jeune sur une calculatrice programmable, une Texas Instruments TI-57. Programmable qui ressemble à ça ? Non, ça c'est après. Alors ça c'est juste après, c'était le premier ordinateur sur lequel j'ai pu poser mes mains dans un magasin qui venait de se monter sur le chemin du collège, à 10-11 ans. Et donc j'entre dans ce magasin, je dis au monsieur qui tenait ce magasin mais qu'est-ce que c'est que cette machine à écrire avec un écran ? Il me dit ça s'appelle un ordinateur et ça répond à des instructions. Il me dit, est-ce que ça t'intéresse de voir comment ça fonctionne ? Je lui dis oui. Et il me donne un mode d'emploi en anglais. J'étais en train d'apprendre l'anglais au collège et j'ai lu le truc dans la soirée. Et le lendemain, je suis retourné au magasin. J'ai voulu essayer de taper les instructions. Oui, exactement. Bon, alors aujourd'hui, les jeunes, ils sont nés avec Internet. Donc on a du mal à se représenter ce que faisaient ces machines-là. Est-ce que tu peux juste nous réexpliquer ce qu'on pouvait faire ? J'imagine aussi ce qu'on ne pouvait pas faire avec ces machines-là, et ce que c'est qu'un modem, ce que c'est qu'une disquette, ce que c'est que tout ce qui va avec. Là, on voit des disquettes 5 pouces 1 quart. Alors là, on voit les tout premiers modems, c'est-à-dire les appareils qui permettent aux ordinateurs de communiquer entre eux. On était déjà un cran plus loin. Ce qu'on pouvait faire avec ces machines-là, à l'époque, c'était des traitements de texte améliorés, des machines à écrire, on va dire, améliorées, où au lieu de taper, puis d'arracher la feuille et de recommencer quand il y avait une faute, on tapait d'abord sur l'écran avant de l'imprimer. C'était essentiellement fait pour ça. Puis après, sont venus des programmes. Aujourd'hui, on connaît Excel, mais à l'époque, ça s'appelait VisiCalc. Les premiers Excel, des tableurs, et puis des choses de plus en plus sophistiquées et avec le temps. Puis il y a aussi les ordinateurs personnels qui sont arrivés. Les Apple 1, puis surtout très vite Apple 2, avec les premiers jeux. En parallèle, le monde du jeu vidéo est né avec les premières consoles. Je ne sais pas si tu te souviens de ces consoles où on pouvait jouer avec des raquettes, là, où la balle passait d'un truc à l'autre. Ouais, Arkanoid. Voilà, des choses comme ça. L'ancêtre d'Atari, si je puis dire. Oui. Qui ont été les premières consoles de jeu. Moi, je suis arrivé à peu près au moment d'Atari, quand même. Voilà. Ouais. Et donc, alors, il y avait aussi des pirates informatiques. Est-ce que c'est... Alors, c'est venu après, quand il a commencé à y avoir des programmes qui étaient publiés, qui étaient vendus, comme on achetait des disques ou des livres, qui se vendaient dans les magasins des programmes, eh bien, il y a eu des pirates de programmes qui ont trouvé les moyens de dupliquer ces programmes et soit de les revendre pour en faire un commerce, soit de se créer des collections de programmes pour faire tourner ces ordinateurs. Ouais. Ça a commencé comme ça, avant même l'Internet et les modems. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que le film War Games sort. Il y a eu beaucoup d'influence sur toi. Alors, War Games, qui est un film de 1983 qui raconte l'histoire d'un jeune collégien qui pirate les ordinateurs avec un modem et qui, sans le faire exprès, tombe sur l'ordinateur du Pentagone, l'énorme ordinateur du Pentagone, qui, lui, fait travailler sur des simulations de Troisième Guerre mondiale. Et donc, il pirate l'ordinateur du Pentagone, sans savoir que c'est l'ordinateur du Pentagone, qui lui propose de jouer avec lui à la Troisième Guerre mondiale. Lui joue, en tout cas, croit jouer, l'ordinateur en face, il joue pas du tout, il va vraiment déclencher un lancement de missiles. Et c'est l'histoire de ce film. Au passage, il pirate l'ordinateur de son collège, il change ses notes, enfin des trucs qui sont assez rigolos. Oui, ça c'est sûr que là c'est moins dangereux, mais ça peut avoir un effet bénéfique pour soi, pour le coup. Ça a inspiré toute une génération de jeunes qui se sont mis, qui découvraient l'informatique. Et alors, donc toi, sur l'ordinateur de Tandy, tu crées Futura. Alors, bien plus tard, j'ai commencé d'abord à
fabriquer des programmes pour des gens qui me demandaient de programmer et de leur fabriquer des programmes. Avec ça, j'ai acheté mon propre ordinateur et avec un autre copain, on a créé un micro-serveur, ça s'appelait, qui est l'équivalent d'un site internet aujourd'hui, mais accessible par une seule personne à la fois. Et on a créé les premières messageries. Donc on avait fait ça sous forme d'une métaphore d'une ville, où il fallait donner son identité à l'entrée de la ville, autrement dit ID, mot de passe, aujourd'hui on dirait. Pour envoyer des messages, l'équivalent de l'email, il fallait aller au PTT, au poste virtuel. Et on avait comme ça créé des lieux qui étaient des métaphores de lieux physiques, les forums, les PTT, etc. Et les gens pouvaient se laisser des messages, mais il fallait se déconnecter pour laisser les autres se reconnecter, et ainsi de suite. Ça s'appelait Futura. C'est le métaverse avant l'heure, si je puis dire. Et alors, dès 14-15 ans, tu donnes des cours à des gens qui ont 20 ans de plus que toi? Dans une école qui s'appelle l'Institut de l'informatique appliquée. Je ne sais pas comment le gars me trouve. Et il me dit, est-ce que tu serais d'accord pour donner des cours d'informatique, donc j'avais 14-15 ans, c'est ça, ouais, à des gens qui en ont 30 ou plus, qui comprennent rien à ça et qui aimeraient savoir comment ça marche. Donc c'est drôle d'aller la journée au collège et le soir ou en fin d'après-midi, ou le mercredi après-midi, donner soi-même des cours à des gens qui ont l'âge de vos profs. Et donc, t'as pas encore 18 ans, tu dois déjà apprendre à encaisser des chèques. Alors, c'était pas forcément très facile. Tu te débrouilles comment? À l'époque, en plus, quand on était mineur, les comptes en banque n'existaient pas. Donc, j'ai très vite créé vers l'âge de 16 ans, 15-16 ans, j'ai créé ma première société. C'est ma mère qui signait, puisque j'étais mineur. Donc, et c'est comme ça que j'ai créé ma première entreprise. Et alors, cette première entreprise, elle fournissait justement de l'aide aux gens qui avaient besoin de programmer en informatique, tout simplement. Et tu te fais repérer par François Benveniste, qui est alors directeur du marketing chez Apple. Il t'offre un disque dur pour Futura. Alors, un disque dur, c'est quelque chose d'exceptionnel à l'époque. À l'époque, c'était exceptionnel. À l'époque, il faut se rappeler qu'on pouvait stocker les données sur des disquettes. Et ces disquettes contenaient finalement relativement peu de... 5 quarts ou des 3 pouces et demi. Voilà. Et donc l'arrivée d'un disque dur, c'est-à-dire il n'y a plus besoin de disquettes, on stockait localement les contenus, c'était pour nous une révolution et permettait de mettre à disposition beaucoup plus de contenu aux gens qui se connectaient à Futura. C'était un très beau cadeau. Et alors ce même François devient directeur marketing chez Marlboro, et qu'est-ce qu'il te propose là? Et là, il nous propose de créer dans Futura un circuit automobile, puisque Marlboro est sponsor était en tout cas à l'époque un des plus grands sponsors de toutes les activités sport mécanique, en tête desquelles la Formule 1, mais aussi la moto, les rallyes, la Formule 3000 et toutes ces activités de sport mécanique. Et il nous dit, est-ce qu'on pourrait, dans un circuit automobile virtuel, donc sur Futura, présenter en temps réel ou quasi temps réel les résultats des essais, des grands prix, des courses, des informations, etc., etc. Je lui dis, bien sûr, on va créer ça. Puis finalement, je lui dis, quelques semaines plus tard, il y a un nouveau terminal qui est en train d'apparaître en France, qui est beaucoup plus populaire que l'ordinateur avec un modem. Ça s'appelle le Minitel. On aurait peut-être intérêt à créer un service Minitel plutôt qu'un circuit automobile dans Futura. Ça aurait une plus grande audience. Et c'est ce qu'on fait en lançant en 86, je crois, le Marlboro Racing Service, 3615 MRS, pour ceux qui se rappellent du 3615, et qui est devenu extrêmement populaire dans ce domaine-là. Et donc en 93, tu vends Crystal Technologies, puisque c'était le nom de la boîte, et Concerto Télématique. Je crée Concerto Télématique, que tu as créé voilà, dans la foulée, qui consiste à créer des services interactifs, on appelait à l'époque, donc des services sur Minitel, puis sur Audiotel. Encore une fois, tout ça, c'est l'ancêtre d'Internet, pour différentes marques. Je travaille pour Coca-Cola, pour Elf. À l'époque, c'était les stations-service Elf, qui, elle aussi, était sponsor très présent dans les sports mécaniques. Pour Renault, qui nous demande un premier service Minitel, de manière à faire la promotion de sa marque, donner accès aux concessionnaires, promouvoir les voitures. Donc voilà, se multiplient un certain nombre de clients comme ça, que Concerto Télématique gère comme agence, l'équivalent d'une agence web, on dirait aujourd'hui, web agency, on dirait aujourd'hui, dans l'Internet. Et donc, tu reprends ces deux boîtes-là, tu les revends, et tu remets tous les fruits de la vente sur ta nouvelle boîte qui s'appelle Allociné, Stéphanie.
Oui, en 1993, vous créez Allociné. Si aujourd'hui, c'est un site de référence incontesté sur le cinéma, à l'origine, le service proposait des informations sur les séances et les réservations par téléphone. Le service évolue ensuite vers le Minitel en 95. Le site allociné.com voit le jour en 97 et très vite, il s'enrichit avec la création de forums, la production d'émissions, toujours sur le cinéma et même une chaîne de télévision. Le site compte jusqu'à 40 millions de visiteurs par mois dans le monde. Et d'ailleurs, même quand il n'existait que le service par téléphone dans les années 90, c'était déjà un succès, hein, parce que même Gad Elmaleh en a parlé dans l'un de ses sketchs sur le téléphone. On regarde. Mais bon, c'est bien ce portable, je fais tout avec. Maintenant, quand je veux amener les petits-enfants au cinéma, attention, l'an 2000, hein, c'est fini l'époque où j'allais devant le cinéma, je reste deux heures comme ça, comme un hamad là-bas. Non, 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 non. Maintenant, je tape un numéro, il y a une voix qui parle avec moi et me dit appuie le 1, appuie le 5, appuie le... Ce qu'il me dit d'appuyer, je l'appuie. Jusqu'à ce que j'achète les places du cinéma et je vais là-bas direct. C'est pratique. Mais le seul problème avec celui-là qui fait la voix dans le cinéma, c'est que toujours au début, il est gentil, il est calme, il est bien, de bonne famille et tout. Et dès qu'il te dit le titre du film, il s'énerve avec toi. Il te dit bonjour, bienvenue, ça fait plaisir, voilà. Alors, si vous avez sélectionné la guerre des étoiles. Je veux rien qu'aller au cinéma. Hein. Laisse le film, il va me faire peur, toi reste tranquille. Alors, le changement de voix, c'est lié à quoi? Justement, quand on découpe... C'est lié à ce qu'on appelle la concaténation, c'est-à-dire que les phrases qui sont dites au téléphone par le comédien, en fait, sont fabriquées par des petits morceaux de phrases qui sont mises les unes après les autres, de telle manière à ce que ça fabrique une phrase complète. Voilà, c'est la naissance, en fait, d'un service qu'on a tous utilisé ou entendu, qui te fait une phrase complète avec des petits bouts qui n'ont pas été prononcés au même moment. Exactement. Donc il fallait que le comédien ait le sens du tempo et de la temporalité, de manière à ce que la phrase semble dite naturellement. Sauf que quand on a enregistré 2 ans avant le nom d'un cinéma et un horaire, et puis chaque semaine on enregistre le titre d'un film, forcément... on change de tonalité, on change de voix, et voilà. Et puis il y avait un dynamisme très particulier dans le service Allociné. On tenait à ce que ce soit une joie d'aller au cinéma. Donc c'était pas la météo ou votre compte en banque. C'était vraiment c'est super, vous allez au cinéma et vous allez voir la guerre des étoiles. Il y avait une forme de dynamisme qui parfois était peut-être un peu exagéré par le comédien, mais qui faisait bien rire tout le monde. Et alors du coup, le modèle économique, c'est... Bah, vas-y, explique-nous le modèle économique d'Allociné. C'était à l'époque extrêmement innovant, et je pense que la raison pour laquelle Allociné aujourd'hui va avoir 30 ans l'année prochaine, c'est probablement grâce à cette décision, à ce choix-là. C'est qu'il faut savoir qu'à l'époque, les services Audiotel et Minitel fonctionnaient au temps passé, et l'éditeur du service gagnait de l'argent. Plus les gens restaient sur le service, plus l'éditeur gagnait de l'argent. L'Internet a complètement bouleversé tout ça, puisqu'on n'est plus au temps passé. On est soit à la pub, soit à la transaction. Et dès le départ, dès 93, on s'était dit que si on voulait émerger, si on voulait que le service soit un succès, et soit aussi concurrentiel par rapport aux alternatives, les alternatives, c'était quoi? C'était acheter le Pariscope qui valait 1 franc, ou l'officiel des spectacles qui valait 2 francs pour avoir les horaires de cinéma. Il fallait que le service soit gratuit, ou quasiment gratuit. Donc on s'est cassé la tête pour trouver un modèle économique qui fasse qu'on puisse proposer un service gratuit, par téléphone, tout à fait concurrentiel par rapport aux alternatives d'accès au programme de cinéma, mais qui génère aussi du chiffre d'affaires. Ouais. Et de là, on a imaginé le sponsoring, des classements privilégiés de salles les unes par rapport aux autres. Quand vous demandez Star Wars sur les Champs-Élysées, vous avez 3-4 salles qui le jouent. La première qui est dite au téléphone, c'est celle que les gens vont majoritairement aller vers. C'est Google avant l'heure. C'est Google avant l'heure un peu, ouais. Et puis ensuite, imaginer la possibilité d'acheter ses billets à l'avance, qui n'était absolument pas naturel à l'époque. Les gens faisaient la queue devant les cinémas. Réserver sa place, c'était complètement contre-intuitif. Et donc, l'aventure se poursuit. En 2000, tu revends Allociné à Canal+. Tu es resté 1 année avant de quitter la boîte en 2001. Tu étais allé au bout de ce que tu avais à donner à Allociné? Pas vraiment, en fait. En 98,
Internet commence à s'améliorer vraiment sérieusement, la vitesse de connexion, et apparaissent les premières vidéos sur Internet, sous forme de timbre-poste. Hein, les petites premières vidéos, c'était toutes petites vidéos. Mais toutes les 3 mois, on va dire, la taille de ces vidéos augmentait, la qualité de ces vidéos augmentait. Et en 98, 90, 99, on commence à proposer de voir des bandes-annonces de films sur Allociné. Il faut savoir qu'à l'époque, les bandes-annonces des films n'étaient visibles qu'en salle de cinéma. Donc, tu étais déjà dans la salle quand on te proposait de voir des bandes-annonces de films. Donc, tu voyais celle pour dans 15 jours, 3 semaines. Mais pour pouvoir choisir son film, on ne pouvait pas voir des bandes-annonces. Il n'y en avait pas à la télé, c'était interdit, et il n'y en avait pas sur Internet. Quand on propose ça sur Allociné, c'est un gigantesque carton. Les gens choisissent leur film en regardant les bandes-annonces. Ça paraît complètement évident aujourd'hui. Ça paraît évident. Mais dès 99-2000, on se dit, plus que des bandes-annonces, un jour, si la qualité permet d'avoir du plein écran, du son, pourquoi pas proposer carrément des films à la demande. Il faut savoir qu'à cette époque-là, les vidéoclubs étaient un énorme succès. Les gens allaient louer leurs cassettes vidéo dans des vidéoclubs en bas de la maison. Donc l'idée, c'était de faire un service de vidéo à distance, de vidéo à la demande à distance, de la manière qu'on vendait un billet de cinéma, pourquoi pas vendre l'accès à un film, finalement. Et donc, on travaillait là-dessus. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on s'est rapproché de Canal. Canal est venu nous voir pour acheter Allociné parce que c'était une très belle entreprise et de la technologie. Et nous, on a choisi de faire ce deal avec Canal, non pas pour l'argent, mais parce qu'on s'est dit que Canal avait un catalogue de films et qu'il serait possible d'imaginer un service de vidéo à la demande. Et c'est ça qui a créé la naissance de cette opération. Et finalement, en 2001, il y a eu des bouleversements chez Canal. Pierre Lescure a quitté Canal. Ils ont tout mis sur le satellite. C'était trop tôt. Et donc j'ai quitté l'entreprise. Mais l'idée déjà, c'était de faire ce qu'on appellerait aujourd'hui une plateforme de streaming. Et depuis, tu investis dans une centaine de boîtes, pas moins, à commencer par Mythic, puis Square, Coursera, Stripe, Stewart, Wimoms. Quels sont tes critères pour aller investir? Est-ce que tu as des... J'en ai 2. La première, c'est de comprendre évidemment ce qu'elle fait. Si on présente une boîte extrêmement sophistiquée sur la médecine ou l'ADN, je vais rien comprendre. Donc il faut que je comprenne ce dont il s'agit et que j'ai le sentiment que ça apporte quelque chose. Et puis surtout, le critère numéro 1, c'est l'équipe. C'est le fondateur ou les fondateurs, et c'est fondamental. Et donc, tu finis par avoir une idée que tu avais déjà depuis un certain temps, parce que tu en parles déjà de la vidéo plus ou moins en streaming, dès la suite d'Allociné. Et donc, en 2016, tu décides de te relancer dans l'entrepreneuriat avec une nouvelle société, Stéphanie. Oui, en 2016, vous dépoussiérez la télé en lançant Molotov avec Pierre Lescure et Jean-Marc Desnoyers. L'objectif, devenir le Netflix de la télévision. La plateforme permet de visionner les chaînes et programmes non linéaires en live et en replay sur une télévision connectée, un smartphone ou encore un ordinateur. Ça ne se faisait pas à l'époque. L'offre, d'abord gratuite, évolue aussi vers des packages payants. Et Molotov, c'est aujourd'hui 220 000 utilisateurs payants et 4 millions d'utilisateurs actifs en France. Alors, c'est plus que ça, c'est pas loin de 400 000 abonnés là, à la fin de l'année. Et effectivement, c'est une croissance gigantesque. Ça accompagne, si vous voulez, c'est lancé en 2016, mais en réalité, l'idée naît en 2012, ou 10 ou 12, où je me rends compte que sur les box, il s'était accumulé un nombre considérable de chaînes, jusqu'à 150 ou 200 chaînes de télé, plus leur replay, et qu'il était devenu impossible de naviguer sur l'ensemble de cette offre-là, et que finalement, tout un chacun disait qu'il n'y a rien à la télé, alors qu'il n'y a jamais eu autant à la télé, en fait. Donc la télé était disponible, mais pas accessible, en vrai. C'est la raison pour laquelle je me suis dit, mais il y a quelque chose, il y a un contenu formidable à la télévision, d'une profondeur de dingue, mais il était impossible de la découvrir autrement qu'en zappant. Et une fois qu'on avait passé la nuit à zapper, on ne regardait rien. D'où la conclusion de dire qu'il n'y a rien à la télé. Donc, premier constat. Deuxième constat, on avait envie de regarder la télé en dehors du poste de télévision, pas simplement sur le poste de télévision de la chambre ou du salon, mais aussi sur son ordi, sur sa tablette et sur d'autres télés dans la maison. Donc l'idée de rendre accessible la télévision au travers d'une application qui, elle, repenserait l'ergonomie de l'accès à la télévision, montrerait les programmes, expliciterait
ces programmes permettre aussi de la recherche dans les programmes au travers d'un moteur de recherche ou de catégories. Si j'ai envie de voir un film policier, je peux aller dans film policier, je vois tout de suite l'ensemble de l'offre disponible à la télévision sur cette catégorie. Ou si je veux voir un opéra, je vois qu'il y a, permettant aussi d'enregistrer, revenir en arrière quand le programme a déjà commencé. Bref, apporter toute cette fonctionnalité à la télévision aujourd'hui, qui ne les avait pas, c'était effectivement une nouvelle façon d'accéder à la télévision. Et en décembre 2021, tu fusionnes avec une boîte américaine qui s'appelle Fubo TV, qui fait la même chose. Tu es toujours dans la boîte et qu'est-ce que tu veux encore y accomplir? Alors, Fubo TV, c'est notre équivalent américain qui a traversé la même histoire que celle de Molotov sur le territoire américain. On s'est reconnus, en fait, avec David Gandler, le fondateur. On a vécu les mêmes histoires et on s'est dit qu'on partageait la même vision du monde sur l'évolution de la télévision. Et on avait envie de créer ensemble une plateforme avec une ambition mondiale, permettant de transformer l'accès à la télévision dans tous les pays. Donc on a fusionné nos technologies, le meilleur de nos équipes, le meilleur de nos idées, et on travaille maintenant à construire cette plateforme. Et alors justement, on a une question d'un invité surprise pour toi. Salut Frédéric, salut Jean-David, j'espère que vous allez bien. Voilà, ma question à Jean-David, c'est deux questions. La première, c'est si tu avais su comment allait se passer Molotov, est-ce que tu l'aurais lancé ? On se pose tous cette question. La seconde, c'est que je sais que tu es investisseur et entrepreneur. C'est deux métiers différents. Et la question, c'est est-ce que tu crois que quand on est entrepreneur, on peut être heureux en étant qu'investisseur ? Ou est-ce que finalement, entreprendre, c'est important et c'est le seul moyen de s'épanouir ? Alors, je vais déjà répondre par la deuxième. J'ai toujours considéré l'investissement comme l'entrepreneuriat, à une différence près, c'est que quand on est soi-même entrepreneur et qu'on crée une société, on est un peu comme un parent qui devant s'occuper de nos enfants. Donc faut se réveiller la nuit, on a toutes les joies, mais on a aussi tous les emmerdes qui vont avec. Quand on est investisseur, entrepreneur, investisseur, et qu'on investit chez un autre entrepreneur, on est un peu comme un grand-parent. C'est-à-dire qu'on peut en faire plus, déjà, et puis ensuite, on n'a que les bons moments. Alors, on peut perdre son argent, mais c'est pas très grave, parce que quand on investit, il faut pas avoir peur de perdre. En revanche, on n'a que les bons moments, et on laisse les mauvais aux parents, c'est-à-dire à l'entrepreneur. C'est un peu comme ça que je vois l'investissement. Quant à la première question, rappelez-moi la première. C'était sur... Et donc, la première question qui était sur Molotov, et si j'avais... ce qui se passe aujourd'hui, ce qui s'est passé... il y a un an ou deux. Si j'avais su, Marc, tu sais, si on savait comment se déroulait la vie par avance, est-ce qu'on aurait envie de la refaire? Je pense que la grande force d'un projet comme celui-là, d'entreprendre ou même de démarrer une vie de couple ou démarrer quelque chose que ce soit, c'est justement de ne pas savoir par avance ce qui va se passer. Parce que si on sait par avance ce qui va se passer, ben, on le ferait différemment. Alors maintenant, si tu me poses la question, si c'était à refaire, est-ce que je le referais en ayant conscience de tout? Oui, je pense. Parce que j'avais conscience déjà des difficultés que ce serait de créer Molotov. Je savais qu'on allait être pris entre deux industries, qui est celle des télécoms, qui distribuent la télé, celle des chaînes de télé, des grands éditeurs, qui se posent des questions sur l'autodistribution au travers de leurs propres services, et qu'on allait émerger au milieu de tout ça, que ça allait être dur. Mais comme toutes les belles histoires d'entreprise, celles qui changent un peu les choses, c'est toujours un peu difficile. On l'a vu avec Spotify, avec Uber, avec d'autres. C'est jamais facile. Et en parallèle, tu as une passion pour le paramoteur. Et quelle sensation ça te procure, le paramoteur? Quand est-ce que tu as découvert ça? J'ai découvert ça en lisant un journal. J'ai vu un gars voler avec une hélice dans le dos. Je me suis dit, comment c'est possible de voler avec une hélice dans le dos? Et en fait, si, c'est possible. On fait du parapente, comme on se jette depuis le haut d'une montagne. Sauf que là, on peut décoller du sol. Il suffit d'avoir une hélice dans le dos et de courir au début pour... Donc c'est le plus petit aéronef du monde, finalement, puisqu'il est réduit à l'essentiel, qui est l'hélice dans le dos. Donc on met une hélice dans le dos, on décolle avec une voile de parapente et on est libre comme l'air, comme un oiseau. On peut décoller de partout et ça, c'est fantastique. Et en 2011, tu as passé 3 jours tout seul dans l'Himalaya. Alors en 2011, avec ton paramoteur, dans un des vols, dans une des expéditions, parce que j'ai beaucoup de voyages de paramoteur, en paramoteur avec des amis pour découvrir le monde. Celui-là était au Népal. On est parti à
une quinzaine ou une vingtaine. Et puis le dernier vol consistait à essayer de monter dans l'Himalaya et atteindre un point en haut d'une montagne, l'Annapurna. Et j'ai été pris dans une masse nuageuse et je voyais plus du tout où j'étais, donc je me suis craché. Par chance, je suis pas tombé, mais j'ai été rattrapé par un arbre et à partir de là, j'étais perdu et ça m'a mis, j'ai mis 3 jours à m'en sortir en fait. Et on connaît quelqu'un qui s'en souvient bien. Coucou papa, alors ça c'est sûr que je m'en souviens de cet accident au Népal, je m'en souviens comme si c'était hier. J'étais à cheval et j'ai reçu un texto de toi où il y avait écrit « Je t'aime » en toutes lettres. Et c'est vrai qu'on n'avait pas l'habitude de s'envoyer « Je t'aime » en toutes lettres, mais plutôt en 3 lettres. Et puis inconsciemment j'ai senti qu'il y avait quelque chose, mais c'était très inconscient parce que sur le moment j'étais heureuse, j'étais en Normandie, j'étais à cheval. Et puis 2 jours après, j'avais toujours pas de nouvelles de toi depuis ce message-là et j'ai commencé à m'inquiéter. Et j'ai appelé ton ami François qui m'a dit que tout allait bien. Donc j'ai repoussé d'1 jour le moment où je me suis vraiment inquiétée. Et au moment où je me suis vraiment inquiétée, j'ai eu de la chance. 1 heure après, tu m'as répondu en me disant que tu étais à l'hôpital, que tout allait bien, que tu étais en check-up suite à ces 3 jours que tu avais passés dans le Népal tout seul dans le froid. Et je voulais te dire que je suis extrêmement fière de toi parce que tu as un instinct de survie incroyable et ça depuis toujours. C'est la chose que j'aime le plus chez toi. Voilà, j'en profite pour te le dire. Et puis, je suis très honorée d'être sur la 4e de couve de ce livre qui s'appelle 3 jours au Népal. Voilà papa, je suis fière de toi et je t'aime. Voilà Rebecca, qu'on retrouve d'ailleurs chaque week-end sur BFM Business dans Hebdocom. Est-ce que cet accident qui est quand même assez marquant, j'imagine, t'a fait relativiser sur les risques qu'on prend en entrepreneuriat? Parce que là, tu t'es quand même retrouvé avec ton paramoteur accroché à un arbre. Oui, c'est vrai. Ça m'a fait surtout relativiser sur la résilience, c'est-à-dire sur le fait de continuer à faire un effort. Parce qu'en fait, le truc le plus difficile, c'était de continuer à chercher la sortie de ces montagnes. Et j'aurais pu à tout moment m'arrêter. Et je voulais pas m'arrêter, même si je n'avançais que très très lentement. Et quand je dis très lentement, c'est littéralement des demi-pas par demi-pas à des moments d'extrême fatigue. Et je sentais que si je m'arrêtais, si je me posais, je ne pourrais pas repartir. Et je pense que c'est une métaphore réelle pour l'entrepreneuriat. Il y a des moments où on a l'impression qu'on va toucher le sol, qu'on va pas y arriver, que l'entreprise va s'arrêter, que ça va cracher. Et si on continue, si on fait en sorte de faire moins de dépenses, si on fait en sorte de s'accrocher, si on continue même à petits pas, à un moment donné, quelque chose arrive et ça repart. Et c'est comme ça que ça continue. Et ces 3 jours-là au Népal, qui consistaient à alterner des moments où faire des efforts, puis ralentir, mais sans jamais s'arrêter, c'est un peu le principe de l'entrepreneuriat. Pour conclure, j'ai une question inattendue, je te préviens, elle est inattendue. Tu es fan de cinéma. Quelle est ta réplique préférée de ton cousin, un bronzé, Michel Blanc? C'est pas mon cousin Michel Blanc, mais ma réplique préférée, c'est probablement la chanson qu'il chante. Ah oui, sur le télésiège. Sur le télésiège. Voilà, exactement. Ouais, très bien. Bon, eh bien, nous, on te reverra très vite via Molotov. Merci beaucoup, Jean-David. Et quant à nous, on se retrouve juste après pour le pitch. Les pionniers chez Fred Mazzella sur BFM Business.